Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur l'analyse de l'actualité internationale. Le dimanche dernier, le monde a suivi avec frayeur et embarras le récit macabre du président américain Donald Trump qui rendait compte de l'opération commando baptisée Kayla Mueller, dans laquelle le chef de l'État islamique Abu Bakr al-Baghdadi a trouvé la mort dans un village du gouvernorat d'Idlib au nord-ouest de la Syrie. Pendant que l'armée américaine, disons l'armée de Donald Trump, célébrait sa victoire sur Daesh, le Bénin de Patrice Talon s'employait méticuleusement à réviser sa constitution du 11 décembre 1990. Ces deux événements presque à l'antipode l'un de l'autre ravivent les discours autour des divergences qui opposent les intérêts des dirigeants de ce monde. La première puissance du monde se préoccupe de sa sécurité en priorité, alors les discours autour des réformes politiques en Afrique hésitent toujours et se confondent entre blâme, compliments, critiques et éloges. La richesse de l'Afrique semble impuissante devant la malgouvernance de ses dirigeants et devant la pauvreté qu'elle n'arrive toujours pas à éradiquer. Votre émission géopolitique analyse ces sujets d'actualité aujourd'hui avec Souleymane Hamzat. Il est consultant en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. Monsieur Souleymane Hamzat, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Lamine Cissé, co-débatteur sur le plateau. Il est écrivain, expert en communication politique et spécialiste des questions d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Lamine Cissé, Nangadef. Magnifique. Bonjour. Merci beaucoup. Et bienvenue à l'émission. Fernand Zananon est à l'animation de cette émission. La mise en onde est assurée par notre technicien René Tatou. L'émission se fera comme désormais à nos habitudes avec les auditeurs qui auront la possibilité de téléphoner pour poser des questions et commenter l'actualité avec nous en direct. Les numéros à appeler sont le 64 44 02 44 et le 66 75 72 72. Le débat géopolitique avec Fernand Azonano et Lamine Cissé. À nouveau, bienvenue, mesdames, messieurs, depuis la soirée du jeudi 31 octobre dernier. Vous l'avez constaté avec nous, le Bénin s'est doté d'une version révisée de sa constitution. En effet, la loi numéro 2019-40 portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin a été adoptée à l'issue d'un scrutin public à la tribune de l'hémicycle. Le vote a été sanctionné par 83 voix pour, 0 contre et 0 abstention, donc à l'unanimité. Et une première, un score largement supérieur à la majorité des 4/5, soit 67 députés, exigés par la Constitution pour l'approbation de la proposition de révision constitutionnelle. C'était justement la seconde étape de la procédure parlementaire après celle de la prise en considération de l'initiative. Mais le texte révisé précise clairement qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle constitution. Lamine Cissé, le président Patrice Talon finit par concrétiser l'un de ses grands objectifs stratégiques qui lui ouvre la voie définitivement pour surfer désormais sur le boulevard de ses réformes les plus difficiles. Quelles sont vos premières analyses de ce changement important qui affecte les fondements de la vie politique au Bénin, Lamine Cissé? Merci. Je ne sais pas si ce sont des objectifs du président Talon ou pas, mais moi, en tant qu'observateur et acteur politique également, sur le sol béninois pendant près de 30 ans. Je crois que nous sommes, si c'est le processus de démocratisation qui est en cours, c'est le processus de démocratie qui est en cours. Parce que la démocratisation est un processus. Je ne veux pas faire cet lapsus-là. Alors, si c'est ce processus qui est en cours, moi je m'interroge, puisque je ne peux pas dire que le Bénin est un pays démocratique, comme le signal a été donné en 1990 après la conférence nationale des forces vives. Après 30 ans, je ne retrouve pas ce pays démocratique. D'autant plus que toutes les élections qui sont passées, quand on les observe, c'est des élections populaires. C'est les réjouissances populaires. C'est la participation de tous les partis politiques en tout cas constitués.
Les regroupements de partis politiques. Nous avons vu le Mathieu Kérékou qui n'avait pas créé de politique, mais il avait une coalition. Nous avons l'opposition qui avait une coalition. Tout le monde partait. Et on laissait le peuple choisir. Je n'ai pas vu ça pendant ces élections législatives. C'est dramatique à mon niveau de voir que l'opposition significative, toute l'opposition a été mise de côté pour organiser une élection et avoir l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui. Est-ce que dans ce processus où moi je dis, est-ce que ceux qui sont à l'Assemblée sont des mandats du peuple? Est-ce que c'est ce peuple béninois qui a mandaté ces gens-là? Est-ce que ces députés, ces honorables députés, est-ce que en ayant un taux aussi faible aux élections législatives, est-ce que le peuple a mandaté? Est-ce que ces députés sont en train de parler au nom de ce peuple béninois? La question fondamentale se pose à ce niveau-là. Oui, Lamine Cissé, vous avez beaucoup d'interrogations. Je voudrais écouter M. Souleymane Hamzat sur la même question. Vous êtes béninois. Est-ce que vous sentez aujourd'hui dans la peau de ce peuple à qui pratiquement on affiche une nouvelle constitution, une constitution révisée, j'allais dire? Non, mais écoutez, cher ami, je me sens totalement exclu. Je me sens totalement exclu. Vous vous sentez exclu en tant que béninois? Exclu en ce sens-là que déjà, je n'ai pas eu l'opportunité de voter, n'est-ce pas? Et si cela devait même se faire, je ne l'aurais pas fait dans les conditions que nous avions connues. À savoir que il fallait faire une élection et tout le monde le crie inclusive. Il faut qu'il y ait tout le monde. Et vous savez, je m'amuse souvent à donner cet exemple pour ériger la famille en système de gouvernance. Quand vous avez une famille dans laquelle les enfants ne s'entendent pas, que vous êtes des responsables, le père et la mère, et que vous laissez faire, c'est-à-dire quand ça va dans le sens de cette législation que nous avions connue, et qu'il y ait des conflits d'intérêts, des conflits liés, n'est-ce pas, à cette vision-là qu'on a de la gouvernance et surtout de la gestion du pouvoir d'État. Mais on se pose des questions de savoir, mais où va-t-on quand on exclut des enfants? J'aime cet enfant-ci, j'aime pas l'autre, ou je ne veux pas le voir, il est assez intelligent, etc. Pour aller de manière claire et nette pour nos auditeurs, j'estime, pour ma part, citoyen que je suis, béninois, qu'il est totalement inadmissible de concevoir ce qui s'est passé. Ah, écoutez, Souleymane, Permettez-moi oui, allez-y. Il faudra qu'au cours de cette émission, on puisse avoir l'opportunité d'en débattre et de faire savoir notre vision. Vous le ferez justement, sur tout ce qui s'est passé. Justement, puisque vous avez évoqué les conditions dans lesquelles ces élections législatives ont été organisées en avril dernier. Nous avons vu, effectivement, on a connu en avril dernier des élections législatives plus ou moins imposées par le pouvoir dans un contexte de crise, Lamine Cissé l'a dit, d'exclusion des partis politiques de l'opposition qui a donné naissance à une assemblée nationale mal élue. Tout le monde en parle, avec un taux de participation minuscule qui tourne autour de 27%. Puis, après plusieurs atermoiements, le chef de l'État, Patrice Talon, a finalement décidé brusquement d'organiser un dialogue exclusif, lui aussi, avec des partis de la mouvance et leurs partenaires politiques. Le tout mixé finalement par un comité d'experts mis sur pied par le même chef de l'État, Patrice Talon, dans la précipitation, avec des serviteurs dociles qu'on a vus et des maîtres à penser du pouvoir en place. Et à peine a-t-on fini de lire les conclusions et les recommandations de ce comité d'experts que déjà l'Assemblée nationale enchaîne les rôles sur instruction toujours du chef de l'État et dans une procédure d'urgence pour réviser la Constitution en y introduisant même des modifications qui n'ont jamais fait l'objet de débat lors du dialogue politique. Lamine Cissé, pourquoi tout ça? À quoi jouent concrètement les dirigeants actuels du Bénin? Vous êtes en train de globaliser. Moi, je globalise. C'est à la mode en Afrique de l'Ouest. On a exclu exprès des candidats au Sénégal. Au Niger, on a exclu des candidats potentiels. Et vous savez, les chefs d'État qui le font, c'est qu'ils sont impopulaires. J'ai dit, ils sont méga impopulaires.
C'est le terme que je ne sais pas le terme que je veux prendre pour qualifier cela. Ils savent qu'en ouvrant la démocratie, en allant aux élections, ils n'auront même pas 10%. Ils le savent. Mais sinon, si on est populaire, on a eu l'adhésion du peuple, pourquoi aller se cacher derrière des lois qu'on modifie pour se maintenir au pouvoir? L'objectif, c'est pour se maintenir au pouvoir. Contre la volonté du peuple, on ne peut jamais aller vers le développement de nos États en procédant ainsi. J'ai peur. J'ai peur pour l'avenir de notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest. J'ai peur pour l'avenir de notre continent. Tant qu'on a ces genres de chefs d'État à la tête de nos pays, nous ne pourrons pas acter la motivation des peuples vers le développement. Monsieur Suleiman Hamzat, quand on regarde un peu toutes les différentes étapes du processus, de la démarche mise en place au Bénin, on a l'impression que c'est du préfabriqué qu'on est en train de nous imposer au Bénin. Quel est franchement l'objectif à terme de ceux qui sont derrière, je veux dire les gouvernants de la République du Bénin d'aujourd'hui et qui mettent en place cette démarche totalement exclusive pour certaines franges quand même importantes de la population? Je conviens de manière stratégique que la bataille du pouvoir est liée à un certain nombre de stratégies de conquête. D'accord? Laquelle? Quand vous vouliez gagner le pouvoir, vous ne venez pas avec de l'improvisation. Vous venez avec un programme. Des hommes... Vous soupçonnez de l'improvisation dans tout ce qui se passe. Vous croyez que ce qui se passe là... Depuis 2016. Non, mais écoutez, soyons lucides. Soyons lucides, on n'est plus des enfants, sommes des responsables à tous les niveaux, à tout point de vue, à tout égard. Mais écoutez, vu ce qui se passe dans mon pays, mais c'est inadmissible. C'est inconcevable. J'avais encore mon père, au protocole d'État, dans les années 90, quand on a applaudi, mais c'était une fervex au-delà, n'est-ce pas, de nos aspirations. 90, les résolutions et de la conférence nationale des Français. Mais qu'on outrepasse, n'est-ce pas, certains appellent ça de la ruse, d'autres appellent ça de la rage, mais de manière désinvolte, qu'on outrepasse, n'est-ce pas, ces conclusions, à dessein et à fait, c'est-à-dire inavoué, imposé au peuple que nous connaissons, mais ça devient extrêmement gravissime et dangereux pour l'avenir. Pour l'avenir, on parlera de l'avenir. Gouverner, c'est prévoir. Oui. Et je voudrais dire à nos autorités que il suffit de penser à la loi de cause à effet. Quand vous jetez un caillou dans la mare, attendez voir ce que ça fasse des vagues. Donc, ce qui se fait là sur le terrain, je demande que le peuple béninois prenne garde. Faisons très attention avec ce qu'on... On ne joue pas avec le devenu d'une nation. Vous craignez quoi concrètement, M. Hamzat? Un vacarme. Je suis clair, je le dis et je l'assume. Mes termes sont clairs et nets. Oui, vous êtes spécialiste effectivement des questions de protection et de sécurité. Quand vous parlez de vacarme, est-ce que les impacts de cette démarche, de cette procédure biaisée, disons mal gérée, mal coordonnée, pourraient entraîner des troubles? C'est ce que vous voulez dire? C'est quoi? Quel genre de situation? Quel genre de vacarme? N'allez même pas loin. Il suffit de vous référer aux événements de Kadiaou, aux événements de Tchaourou. Ce sont des exemples palpables. On n'a pas besoin d'aller dans une école pour aller l'apprendre, ça. On a des yeux pour voir, on a des oreilles pour entendre. Comment l'empêcher, Monsieur Hamzat? Suleiman, vous êtes spécialiste de ces questions, je le répète, et vous êtes ici en tant que conseiller aussi pour conseiller et tout le monde. Comment peut-on empêcher, enrayer un peu les dangers peut-être qui planent écoutez, loin de ce sur toute la procédure et toute la démarche? Loin de ce que je peux être... Si effectivement il y a danger, je veux dire. Loin de ce que je peux... Il y a danger. Vous le confirmez? Ah non, mais ça, vous le direz à un aveugle, à un sourd, à un malentendant, pour utiliser un terme un peu plus diplomatiquement correct. Mais c'est grave ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est du jamais vu.
Je vous dis, je le dis et je l'assume. Ça ne fait pas nécessairement de moi un opposant du régime. Mais pour me cacher derrière ma petite coquille de conseiller, mais je leur demanderai d'arrêter tout de suite. C'est extrêmement gravissime ce qui se passe. Très bien. On n'a pas, je crois que c'est pas le lieu. Peut-être vous aurez d'autres occasions de prodiguer des conseils aux dirigeants de ce pays. Mais c'est quand même, il y a quand même eu des innovations, Lamine Cissé. Tout n'est pas mauvais. Parce que nous avons vu quand même comme innovation, il y a pas mal d'innovations, notamment la création d'un poste de vice-président qui sera désormais élu en duo avec le président de la République à la majorité absolue des suffrages au scrutin à 2 tours. On a parlé d'abolition de la peine de la mort, la peine de mort je veux dire. On a parlé de promotion des femmes quand même, qui est une avancée majeure. Et on a parlé aussi de parrainage des candidats par les élus communaux et par les députés. On a parlé d'organisation d'élections générales, d'élections couplées, à savoir présidentielles, législatives, ainsi que les municipales, communales et locales à partir de 2026. Ça, c'est quand même des avancées majeures qu'il faut saluer. Donc, tout n'est pas mauvais. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. La Constitution, la loi fondamentale du Oui. pays, la Constitution de la République, alors qu'il y a des hommes politiques qui sont en exil, alors qu'il y a d'autres qui sont en prison, alors que la grande majorité des populations ont dit non, arrêtez. Par le suffrage qui a été exprimé pendant les élections législatives, c'est là où on doit mettre frein, on doit s'arrêter pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Appeler tout le monde au dialogue. Tu sais, je ne suis pas contre la loi d'amnistie. Moi, je voudrais un environnement de paix. Et quand vous voyez que là où on va, ça va créer des problèmes. Déjà, il y a des gens qui sont morts. Le corps n'est même pas transformé dans la tombe, s'ils sont dans la tombe ou pas. Mais est-ce que tu as une fois vu au Bénin, après 90, pendant plus de 30 ans, des gens tirés à bout portant sur les populations? Moi, je ne l'ai jamais vu. Ça, c'est ça la démocratie. Alors, moi, je dis qu'il faut qu'on arrête avant que ce soit trop tard. Arrêter, c'est de... Mais le président, qu'est-ce qui l'empêche de parler avec ses frères? Yaïmouni, c'est son ami, non? Mais le président Soglo, d'ailleurs, le président Soglo a travaillé, il a contribué à l'amener, à les lire. Tout à fait. Il a attaqué les autres pour les lire. Mais pourquoi pas ne pas avoir ces conseils-là, de s'entourer de ces gens-là, pour avoir le consensus sur tout ce qu'il va faire, qui touche la politique? Parce que le peuple a dit, je ne suis pas d'accord. Déjà. Moi, le baromètre, c'est ça. Si le peuple dit je ne suis pas d'accord, est-ce que c'est par les lois qu'il faut imposer ce qu'il ne faut pas imposer au peuple? Mais moi, c'est des questions. Quand vous parlez du peuple, il y a quand même, on a vu des réactions après, disons, cette révision. Il y a quand même des Béninois qui se sont prononcés, qui sont d'accord et qui ont apprécié les efforts du gouvernement du président Patrice Talon. Ils font partie du peuple. Je ne parle pas d'efforts. Vous parlez au nom de quel peuple là ici? Mais je dis ce peuple qui a rejeté les élections législatives. Ils sont combien? Mais tu as annoncé que c'est 27% participation. Oui. C'est pour ça que vous avez dit. Oui. Est-ce qu'on ne parle pas un peu trop au nom du peuple? Parce que tout le monde prétend parler au nom du peuple. Je ne parle pas au nom du peuple. Oui. Je parle au nom de la démocratie. Je parle au nom de la stabilité dans notre sous-région. Je suis un expert. J'ai vu, j'ai vécu. Je dis, il y a danger. Il faut qu'on s'arrête. C'est ça que je dis. Ben, écoutez, Souleymane, le peuple, oui, vous appartenez au peuple, vous n'êtes pas d'accord, mais il y a quand même d'autres Béninois comme vous qui sont d'accord. Je viens de vous dire que cela ne fait pas de moi un opposant du régime. Que de dire de manière claire et succincte que ce qui s'est passé là, il est extrêmement gravissime de constater que si nous continuons, nous allons droit dans le mur. Et vous m'avez posé la question de savoir à quel exemple. Bien sûr. Je vous ai dit qu'il y a eu une élection à partir de laquelle des Béninois sont sentis exclus. Et il faut arrêter de dire que ce ne sont que les leaders de l'opposition qui sont exclus. Le PRD n'a jamais été, à ce que je sache, un parti d'opposition. Vous êtes du PRD? Je ne le suis pas. Vous parlez au nom du PRD ce plateau? Je donne un exemple. Okay. Je donne un exemple. Vous en savez quoi? J'en sais que le PRD n'a pas été aux élections législatives. Vrai ou faux?
Si, ça C'est un cas palpable. Oui. Elle ne me... Mais le PRD je a toujours ne trouve pas, soutenu le régime je local. ne trouve, je défie quiconque Oui. pourra venir ici sur ce plateau ou sur n'importe quel plateau de télévision et venir nous dire que le PRD est un parti d'opposition. Impossible. Ils réclament à crier, nous sommes de la mouvance, ils disent tous les jours, mais ils ont été exclus. Et pourtant, ils ne sont pas un parti d'opposition. Donc, c'est un exemple palpable pour dire qu'il n'y a pas que l'opposition qui est exclue de ce jeu. Seulement, je reste avec vous. Je parlais tantôt des avancées majeures, parce qu'on a vu des avancées quand même. Il faut les saluer. Tout à fait. Il y en a qui sont des avancées, mais... Par exemple, la question de la promotion des femmes dans les instances politiques j'ai souvent au dit... poste électif. La femme a beaucoup plus de combativité que l'homme. Je vous donne un exemple. Puisque Chirac nous donnait des exemples sur le Rwanda. Le poste de l'Assemblée nationale au Rwanda est occupé par une femme. Vous prenez au sein de la police rwandaise, mais vous avez des femmes, mais des hauts gradés, mais qui commandent au même titre que les hommes. Donc on n'a pas besoin de faire une discrimination positive. Non, moi je ne suis pas dans ce tintamarre politique. Vous voyez, on vient s'asseoir là et puis on s'arrouille des lois et puis on fait endormir tout le monde. Non, non, c'est fini ça. Nous sommes des responsables. Et je vous dis encore, nous sommes sur ce plateau pour éclairer l'opinion. Mais pas pour s'ériger en opposant au régime. Lamine Cissé, il y a par exemple la loi sur le parrainage qui a fait beaucoup de bruit récemment dans votre pays, le Sénégal, et voilà qu'elle revient au Bénin. Bon, je crois que la loi sur le parrainage était aussi prise en catimini par l'Assemblée nationale du Sénégal. L'opposition s'est opposée, ils ont barricadé, bunkerisé l'Assemblée nationale pour voter ça par force, sans un consensus. Et aujourd'hui, cette loi, pourquoi on l'avait fait, c'est pour faire élire Macky Sall, c'est pour éliminer les potentiels candidats. Il y avait 27 candidats, il n'y avait que 5 qui sont allés, ils ont éliminé tous les autres par un système qu'eux-mêmes ils ont fabriqué. C'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, le coup d'État est constitutionnel. Ils prennent les lois. Excusez-moi. Ceux qui sont là du Bénin pensent que Macky Sall est populaire, il est très minoritaire. Il sait que s'il n'emprisonne pas Khalifa Sall, le maire de Dakar, il ne met pas Karim Wade, le fils de Abdoulaye Wade, en dehors. Il n'amène pas la loi de parrainage. Ils ont tripatouillé, n'est-ce pas, le fichier électoral. Il ne va pas gagner. Et il va aller au deuxième tour et nous allons le faire sortir. Mais c'est ça, parce qu'ils utilisent. C'est pourquoi automatiquement, après les élections, il a appelé le dialogue politique. Vous confirmez, vous rejoignez l'opposition. En fait, je veux dire, l'opposition qu'on pourrait peut-être qualifier de radicale aujourd'hui au Bénin pour dire donc cette introduction de la disposition du parrainage est aussi une trouvaille pour continuer à exclure ceux qui je ne vais pas le dire, je vais donner de l'opposition radicale. Pour le réussir, oui. Mais au Sénégal, c'est un échec total. On est en train maintenant, le dialogue politique inclusif a mis le parrainage de côté au Sénégal. Et d'autres disent qu'il faut l'améliorer parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon du tout parce que ça permet d'éliminer des candidats potentiels. Ça n'a pas marché chez vous au Sénégal, mais ça pourrait marcher quand même au Bénin. Oui, ça peut marcher, tant mieux. Si ça marche, c'est bien. Mais notre expérience est une très mauvaise expérience. Et cette loi de parrainage a été utilisée à des fins politiciens. C'est ça que je suis en train de dire. Et moi, en tant que Sénégalais, quand je vois ça dans un autre pays, je dis attention. Parce que c'est ce qui nous a fait mal au Sénégal. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en train de quitter le parrainage. Alors, si je vois ça, le parrainage, je ne sais pas, peut-être que le modèle béninois, nous allons venir copier le modèle béninois, mais au Sénégal, ça n'a pas marché. Je voudrais préciser aux auditeurs qu'ils ont la possibilité donc d'appeler directement dans cette émission pour poser des questions, contribuer. Les numéros appelés, c'est le 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Dans une dizaine de minutes, l'antenne sera à vous, chers auditeurs. Nous poursuivons cette émission. Oui, nous allons continuer à observer la situation Souleymane Hamzat. C'est vrai, vous inquiétez beaucoup. L'ami Cissé, vous également. Nous allons continuer à observer et à croiser nos doigts pour le Bénin et à prier pour le Bénin pour espérer que tout se passe bien. Puisque nous voulons tous la paix sur ce plateau avec tous les Béninois. Surtout ne croisons pas nos doigts. Levons-les.
Très bien, monsieur Lamintissé, nous avons compris. On va changer rapidement de sujet. Et cette émission voudrait également aujourd'hui analyser les conséquences de la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, chef du mouvement terroriste islamique, sur les activités terroristes en Afrique et particulièrement dans le Sahel. Suleiman Hamzat, votre domaine d'expertise reste étrange et parfois difficile. Vous êtes consultant problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. Alors dites-nous, comment appréhendez-vous cette disparition, cette élimination d'Abou Bakr al-Baghdadi? Déjà, je voudrais vous rassurer de ce que le titre que je porte, je ne le porte pas parce que je veux. Je le porte parce qu'il est subséquent à un parcours. Et quiconque veut savoir la vérité n'a qu'à retourner sur plusieurs émissions, dont une que j'ai fait tourner à Paris, à la Porte Dauphine. Cette émission se trouve même sur YouTube, et qui est intitulée Conviction avec Suleiman Hamzat. Il suffit de rentrer dans le module de Google de YouTube, et vous avez l'émission. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est Quel est concrètement votre rôle, justement sur cette note-là? Dites-nous, quel est concrètement votre rôle en tant que consultant problématique du terrorisme? Est-ce qu'on n'a pas l'impression de vous assimiler quand même à un consultant putschiste ou un consultant en matière de putsch? Ouais, on vous colle des étiquettes au Bénin, les putschistes. On m'a même, n'est-ce pas, dans ce pays, identifié comme quelqu'un qui aurait été abattu après l'attaque du site de Sinaméga. Ah oui? Ben oui, les journaux sont là et on parle. Et pourquoi? Vous pouvez, si vous en avez encore l'opportunité, interroger l'ancien DGPN, le général Philippe Ounion. Il est une référence et une pièce maîtresse dans ce dossier. Et il a fallu son intervention pour dire au président Boni Yahi, vous trompez de cible. Le monsieur dont vous parlez là, moi je connais. Vous nous rassurez que vous n'êtes pas putschiste. Il n'est vous n'êtes pas allé à l'école de Bob Denard. Écoutez, dans mon métier, il y a un volet qui est spécialisé dans la conspiration. Quand vous avez appartenu à une unité des CRAP, les commandos de réaction d'action en profondeur, il vous revient, n'est-ce pas, ce bagage-là, militaire, que vous gardez en vous-même. Moi, Kadhafi, le colonel Kadhafi a fait de moi ce que je suis. Je n'ai aucune honte à le dire. Et je défie quiconque pourra venir sur ce plateau me dire le contraire. J'ai été formé au sein de la Mataba. La Mataba qui est une école, disons, une unité de lutte contre le sionisme, la réaction, le fascisme et l'impérialisme. Donc c'est le côté le plus dur de la révolution libyenne. Je dis bien, je défie quiconque pourrait venir me dire le contraire. J'ai des preuves. Je suis encore là vivant. Je suis un exemple vivant de ce que j'ai vécu. Alors comment appréciez-vous cette opération américaine, cette vraiment une millimétrée avec une réussite presque à 200%? Il faut faire attention à ce qui se dit politiquement et ce qui se fait militairement. Une action militaire où elle engage le sauvetage d'un groupe de personnes, où elle engage la frappe de l'ennemi à domicile. Et c'était le cas de Abou Bakr al-Baghdadi. Il fallait l'éliminer. La traque a duré des années, comme c'était le cas avec Oussama Ben Laden. Mais il faut reconnaître au président Trump, malgré tout ce qui lui est reproché politiquement, sa témérité. La témérité et la capacité à arriver au fin d'Abou Bakr al-Baghdadi. Imaginez-vous que celui qui aurait même contribué à faire identifier son corps serait parti d'un simple sous-vêtement. Son ADN. Son ADN. Ça suffisait. Pour confirmer que celui dont nous avons le corps ici en présence, c'est Abou Bakr al-Baghdadi. Sur l'opération d'Oussama Ben Laden, par exemple, on nous a montré des images qui ont été contestées les semaines et les mois qui ont suivi. Mais sur le cas d'Abou Bakr al-Baghdadi, on reconnaissait que
l'IE, c'est-à-dire l'État islamique, a fait un communiqué officiel reconnaissant la mort de l'intéressé. Alors, les jeux sont clos. C'est terminé. Malgré ça, les Russes ont douté au départ. Les Russes sont dans le... Est-ce juste un jeu de communication? Comprenez que les Russes soient dans leur rôle, puisqu'ils ont annoncé eux-mêmes l'avoir abattu il y a des mois. C'est un canular après. C'est pour cela que je vous dis, Oui. faisons très attention à ce qui se dit politiquement et ce qui fait militairement. Très bien. On va avancer dans le débat. L'ami Cissé, dites-moi, revenez donc au sujet de cette mort. Aboubacar al-Baghdadi, c'était quand même un personnage charismatique. Il est considéré comme l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Et puis on dit il est mort. Et si oui, s'il est effectivement mort, oui, nous venons d'entendre l'expert là-dessus. Il a confirmé sans embâche que c'est vrai qu'il a été éliminé. Tout le monde dit de plus en plus que c'est vrai. Alors, quels sont les éléments qui peuvent le prouver concrètement aujourd'hui? Il a parlé du sous-vêtement, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui montrent que il est mort? La question est adressée à moi ou je parle à Lamine Cissé. Lamine Cissé d'abord. Mais non, je crois qu'il a déjà donné la réponse qu'il faut. Oui. Vous savez, l'État américain ne va pas être aussi léger dans ses appréciations, le FBI, etc. Non, ils ont des preuves. Et tu vois, l'État même a annoncé. Je crois que son successeur aussi a eu des problèmes. Il a été abattu 48 heures après. Est-ce que vous avez d'autres éléments? L'ami Cissé l'a dit. Bon, je ne sais pas, je vous laisse parler. Non, il n'a qu'à parler. Je voudrais que l'expert c'est le spécialiste, l'expert. On va l'écouter là-dessus. Je vous écoute. Oui, est-ce qu'il y a au-delà donc de l'élément du sous-vêtement, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui prouvent que c'est lui vraiment? Écoutez, et qu'on ne reviendra pas des mois après nous dire encore que c'est pas lui. Si je m'en tiens à la version politique de cette affaire, c'est-à-dire l'annonce qui a été faite publiquement, disant que le chef de l'œil a été abattu. Écoutez, point néophyte, c'est chercher à savoir est-ce que c'est vrai. Faites ça. Alors, et c'est ce que nous faisons sur ce plateau. Apportez-nous des preuves. Oui. Et que par la suite, on vous montre des images précises de l'attaque. Et mieux, ceux qui étaient en interne en tant que taupe et qui livraient le plan de la cache, qui livraient les informations sur lui, qui sont allés même jusqu'à dire où était sa planquée, comment, il y avait combien de tunnels. Mais c'est déjà aussi une preuve. Et mieux, les Américains savaient qu'en faisant ce bombardement, le corps devait être retrouvé. C'est la seule preuve palpable et indéniable qui puisse permettre à n'importe quel néophyte de dire « Ah, celui-ci, c'est Aboubacar al-Baghdadi. » Mais la technologie et la science a tellement poussé qu'aujourd'hui, à travers un petit ADN, on peut savoir. On peut savoir, celui-ci, oui, c'est telle personne. Je reste avec vous. Aujourd'hui, il y a une guerre de succession qui commence parce qu'on dit que celui qui était potentiellement considéré comme son successeur a été lui aussi abattu dans une autre opération qui a suivi environ 48 heures après. Alors, qu'est-ce qui va se passer au sein de l'État islamique? Et est-ce qu'on a déjà des noms potentiellement de prétendants? Écoutez, si nous prenons l'histoire, moi je me réfère à l'histoire, à ce que je connais, à ce que je continue de comprendre. C'est que quand vous prenez n'importe quelle cellule terroriste, à chaque fois que le patron est abattu, vous voyez, dans les 48 ou 72 heures, il y a le nom de quelqu'un d'autre qui est cité. Alors cela présume de ce que il y a une certaine hiérarchie. Il y a un canevas, mais on ne devient pas chef d'une cellule terroriste qui veut... au lendemain. Il faut d'abord créer une cellule terroriste. À ce que je sache, et ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui sont derrière, des lobbies financiers. Mais est-ce que des noms circulent de prétendants? Ah, ben écoutez, le président Trump même a dû faire un sommet en Arabie Saoudite où il criait, il dit arrêtez de financer le terrorisme. Et il a doigté des gens. Donc il y a forcément des prétendants. Écoutez, s'ils ont les moyens, les hommes et surtout l'équipement qu'il faut pour faire la terreur qu'ils font à travers le monde,
c'est qu'il y a sûrement des gens derrière qui ont des intérêts inavoués. Merci bien. Nous allons nous tourner vers notre technicien, la cabine technique, et ouvrir l'antenne et demander aux auditeurs qui peuvent déjà contribuer, qui peuvent poser des questions, commenter cette actualité. Nous parlons aujourd'hui des conséquences de la mort de Aboubacar al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, les conséquences donc de son élimination sur les opérations, les activités terroristes en Afrique ou dans le Sahel. L'ami CC, en attendant, nous revenons ici en studio pour poursuivre le débat, mais la plupart des experts parlent déjà de reconfiguration possible de la cartographie des acteurs des groupes radicaux violents dans le Sahel, puisqu'on sait qu'il y a des groupes, disons, terroristes qui ont fait allégeance à l'État islamique dans le Sahel, au Nigeria à côté, dans certains pays du Sahel. Donc certains vont même jusqu'à opiner sur l'autoproclamation de nouveaux acteurs avec la naissance possible de nouvelles katibas. Non, moi, je suis un peu gêné par rapport à l'appellation même de l'État islamique. C'est d'abord, le nom, c'est stigmatiser l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Le nom de l'islam qui a été utilisé pour donner aux terroristes. Ça, déjà, c'est un problème. Vous avez dit tout de suite charismatique. Il est charismatique en mal. Tout ce qui est mauvais n'est pas charismatique pour moi. Pour ses adeptes. Mais c'est un Satan pur et dur. Parce qu'en fait, en réalité, l'islam est un islam de paix. Ce que le prophète Mohammed n'a pas fait durant sa mission, pourquoi d'autres s'arrosent cela pour le faire? Je crois qu'il y a un problème politique. On me signale que nous avons un auditeur en ligne. Oui, nous poursuivons le débat. Il y a un problème politique de déstabilisation. Les gens utilisent l'islam, mais ce sont ceux-là, les trompes, etc., qui ont armé ces gens-là. Ils sont devenus incontrôlables. Mais c'est eux, au départ, pour détruire la Syrie, ils ont pactisé avec le diable. Vous voyez, nous, c'était l'intervention de la Russie et de la Chine qui a soutenu, mais la Syrie est foutue. C'est à dessein. Maintenant, le problème est que vous avez dit les conséquences en Afrique. Vous savez, le Boko Haram Nigeria, État islamique. Et nous venons de l'apprendre également au Burkina. Burkina Faso. Oui. Niger, le massacre des éléments de l'armée régulière au Burkina Faso. L'armée de l'impérialiste aussi est là. Il faut déstabiliser les pays dominés pour qu'ils restent dans la domination. Tu sais, l'impérialiste n'opère pas sur un terrain où il y a la paix. C'est pourquoi je m'inquiète. Tu sais, quand un pays, à l'intérieur du pays, la gouvernance à l'intérieur du pays crée la scission, crée la tension, crée la division entre les fils, le pays devient automatiquement vulnérable. Le Burkina Faso est vulnérable de l'intérieur d'abord avant d'être attaqué de l'extérieur. Le Niger est vulnérable de l'intérieur, il y a de l'exclusion, d'autres opposants sont en exil, etc. Mais c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi quand j'appuie sur la sonnette d'alarme pour le Bénin, que j'aime beaucoup, mon pays, je me suis dit, mais il faut qu'à l'intérieur du pays, qu'il y ait une stabilité entre les hommes, les acteurs, de telle sorte que de ne pas rendre le pays vulnérable. C'est ça mon inquiétude. Oui, merci. Nous allons revenir. Effectivement, le terreau fertile sur lequel surfe le terrorisme, souvent c'est les dynamiques intérieures, les dynamiques locales. Souleymane Hamzat, vous êtes expert de la question de la problématique du terrorisme. Dites-nous, est-ce que la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi signifie la fin de l'État islamique aujourd'hui? Je ne joue pas sur les mots, je ne suis pas un expert, je suis un consultant. Mais je vais vous dire une chose. La mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, au vu et au su de tout ce que nous connaissons du terrorisme, ne restera pas impuni. Vous estimez qu'il y aura des actions de représailles? Les États-Unis d'Amérique sont en train de prendre des mesures pour parer à toute éventualité. Et vous savez que des États comme les nôtres, puisque vous parlez du Sahel, ne sont pas des États formés et forgés dans la lutte contre le terrorisme. Sinon, pourquoi aller chercher des forces comme Barkhane, le G5 Sahel, et je peux en citer beaucoup. Donc, souffrez quand même que nos États, et je l'ai souvent dit sur des plateaux de télévision, que nos chefs, nos dirigeants
puisse prendre, n'est-ce pas, de la hauteur par rapport à cette problématique. J'aimerais bien aller vous voir un week-end et nous retrouver autour d'un plat de Boma, par exemple. Mais si à Sémépodi, il savait que mon territoire est attaqué, pas des hors-la-loi, moi je les appelle des hors-la-loi parce que ces gens n'ont jamais eu une idéologie, à mon avis, qui est revendiquée et qui est reconnue de tous. Dites-moi, Alchimie, quelle est son idéologie? La terreur. Dites-nous, puisque vous êtes spécialiste de La terreur. Oui. La terreur. N'allez pas chercher loin. L'État islamique, quelle est son idéologie? La terreur. Boko Haram, ils disent que l'éducation du blanc n'est pas acceptable. Mais c'est quoi l'éducation du blanc? Qu'est-ce qu'on met dans l'éducation du blanc? Effectivement, ces groupes ont maintes fois démontré leur capacité à survivre à la disparition de leur chef. Et ils vont également le faire cette fois-ci, c'est ce que vous nous dites. Je vais être clair sur la question. Un groupe n'existe que quand il a les moyens. Et il a les moyens que lorsque des gens derrière, tapis dans le monde, en donnent la capacité. Sinon, il n'existe pas. Si demain, Soleil FM n'a plus les moyens de payer les journalistes, mais la maison, on met la clé sur le paillasson, on disparaît. C'est aussi simple que ça. N'allez pas dans les grandes théories. Je suis expert sorti de l'école stratégique de Nancy ou de Washington. C'est des conneries ou toutes ces conneries. C'est des bêtises. Il va falloir qu'en Afrique... Qu'on se ravise. Il va falloir qu'on se ravise. Et qu'on élimine les sources de financement. Non seulement qu'on se ravise, mais qu'on élimine les sources de financement du terrorisme. Le président, je vais parler de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, a évoqué la question récemment comme un pavé dans la mare, en citant même des noms de certains pays, l'Arabie Saoudite, et il venait juste, le Qatar, il a suivi justement le président Macron, qui l'avait dit un peu plus tôt que lui. Donc on connaît pourtant ceux qui financent. Et je n'oserais pas être aussi affirmatif que le président que je respecte. c'est une erreur diplomatique. Vous appellerez comme vous voulez. Mais moi, je n'aurais pas été aussi affirmatif que l'a été le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Mais est-ce qu'on connaît les sources? Et pourquoi ne les éliminons Les pas? sources sont connues par ceux-là même qui font ce financement. Et ils sont connus, puis ils s'engueulent. Je vous donne un cas tout bête. Regardez le front al-Nosra en Syrie. La France s'est levée et a dit « Ah, il faut leur donner des armes. Donnez les moyens de combattre le régime syrien. Le régime syrien est un régime terroriste. Il faut le faire partie. Il faut le maintenir. » Et la Russie a dit quoi? Vous armez des terroristes. Vous allez faire du front al-Nosra, n'est-ce pas, une unité de terroristes qui vont nuire, n'est-ce pas, au mieux-être de la population syrienne. Et c'est ce qui est La arrivé. suite, elle est là. Alors, qui sont ceux qui financent le terrorisme? Posez-vous la question. Elle est aussi Comment simple. pensez-vous que les Américains pourront agir désormais pour empêcher l'État islamique de se reconstituer? Parce que Souleymane l'a dit, Souleymane Hamzat l'a dit. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est ça, c'est bon d'éliminer les chefs. Mais comment empêcher donc cette pieuvre-là à 1000 tentacules, à N tentacules de se reconstituer? Surtout que on connaît ce qui se passe en Syrie. La question se pose par rapport à la crainte d'une possible ressurgence aujourd'hui de l'État islamique dans les zones frontalières irako-syriennes après l'opération controversée de la Turquie contre les YPG, les YPG et des forces démocratiques syriennes au nord de la Syrie. Tout le monde l'a dit, tout le monde s'en plaint. La Turquie fait cavalier seul contre vents et marées pour aller donc détruire ces forces démocratiques syriennes qui pourtant constituaient donc un paravent pour empêcher l'État islamique de se reconstituer. Non, tu sais, la Turquie, lui, il a peur que l'État kurde soit créé. Lui, il est en train de... Le PKK, c'est ça, quoi. Il est dans cette dynamique-là. Mais ce que je voudrais dire est que n'oubliez pas que Ahmed Ben Béchir, l'ancien président du Soudan, mais c'est des millions, on l'a trouvé avec des millions de dollars sonnantes et trébuchantes.
des millions et des milliers de dollars. Il dit que c'est l'Arabie Saoudite qui lui a donné ça. Parce que ces financements-là ne passent pas par des banques, etc. Ça passe autrement, quoi. C'est donnant-donnant. C'est un cercle vicieux. Voilà, donc on ne peut pas contrôler les sources financières. La vente de drogue aussi, trafic de drogue aussi, trafic de beaucoup de choses. De pétrole. Etc. Donc il y a tellement de sources de financement. J'ai dit c'est à des simples. Il y a celui, nos puissances là, celui qui veut déstabiliser un pays, utilise ces réseaux-là pour créer des problèmes. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent appeler les numéros 64 44 02 44, le 66 75 72 72 pour intervenir dans ce débat. Tu vois, en Afghanistan par exemple, pendant la guerre, Ben Laden, il était collaborateur de la CIA américaine. Il a travaillé avec eux pour bouter les Russes dehors. Mais après, il est devenu l'ennemi des Américains. Vous voyez comment ça se passe. C'est un jeu de dupes. Mais le problème, c'est le contrôle de ce monde-là. Comment géopolitique, géoéconomique, comment on va contrôler. Quelquefois, ils utilisent le terrorisme. Mais ce qui est extrêmement dangereux, c'est d'utiliser l'islam. L'islam qui est une religion de paix qu'on utilise pour tuer les gens. Ça, c'est dramatique. Souleymane Hamzat, on va regarder ce qui se passe dans notre région ouest-africaine. On va regarder s'il est possible pour les États-Unis d'Amérique de réussir si brillamment à décapiter des réseaux terroristes. Pourquoi alors Boko Haram résiste-t-il tant au Nigeria et que le Sahel aussi devient-il de jour en jour un bourbier pour le G5 Sahel et pour les dirigeants? Je viens de vous dire préalablement que nos États ne sont pas forgés et formés dans la lutte contre le terrorisme. Et qu'il va falloir que nos dirigeants et nos gouvernants s'hissent, n'est-ce pas, à la hauteur des enjeux futurs. Parce que ce qui va se passer dans les mois et les années à venir dans le Sahel, voilà encore une autre catastrophe qui se prépare. Et vous avez des moyens, je l'ai dit sur une émission de Sika TV, qui renvoyait à la carte $1 milliard, qui consiste au fait à scanner le sol africain en vue de savoir qu'à Glodjiboué, j'ai 150 000 tonnes d'or, et ainsi de suite. Vous avez vu, quand le président Poutine, au dernier sommet Russie-Afrique, si je peux ainsi m'exprimer, parlant du Soudan, quand ils lui ont demandé un partenariat, il me dit, très habilement, le président Poutine a dit, oh, mais oui, on est d'accord pour ce partenariat. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même une telle mine d'or ou de diamants, on peut aussi... Oui, cette émission évolue rapidement, nous évoluons vers la fin de l'émission. Mais il y a une question qui taraude les esprits, et tout le monde le sait. Aujourd'hui, on sait que la plupart de ces groupes qui ont fait allégeance sont là, et vont certainement changer de stratégie. Alors, moi, je voudrais vous entendre là-dessus. La question de la labellisation des groupes terroristes, islamistes, est-ce que cette question-là, parce que j'ai fait allégeance à l'État islamique et que le chef de l'État islamique disparaît, est-ce que ça veut dire que je disparais forcément ou c'est juste des jeux de communication et que les dynamiques restent même si les chefs disparaissent et que ceux-là qui sont les chefs des katibas aujourd'hui vont continuer à travailler sur cette chose? J'ai été aussi clair que net. Si vous avez les moyens de subventionner une unité destructive de ce genre, mais souffrez que le bordel continue. Très bien. Lamine Cissé, votre peut-être mot de fin sur cette question, la labellisation. Bon, la labellisation, moi je pense que l'allégeance, c'est l'allégeance à l'argent et au terrorisme. L'allégeance à un terroriste, c'est l'allégeance à l'argent. Merci bien, mesdames, messieurs. L'émission est terminée aujourd'hui. Nous avons parlé de la révision constitutionnelle qui est intervenue au Bénin le jeudi 31 octobre dernier, ainsi que des conséquences de la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi sur les activités terroristes en Afrique et dans le Sahel. Monsieur Souleymane Hamzat a été notre invité. L'émission est disponible sur podcast. Vous pouvez la réécouter sur le site de Soleil FM à l'adresse www.soleilfmbenin.com. Merci de nous avoir suivis et merci à tous les auditeurs. Lamine Cissé, Fernand Zonano, René Tatou. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une autre émission. Et surtout, restez en compagnie des émissions de la 106 FM. Dans quelques petites secondes, vous suivrez le journal de la rédaction.